effectivement, je vais peut-être rapidement présenter la collectivité avant de démarrer mon propos. Donc, nous sommes donc une région, on est situé à Orléans, dans le département du Loiret. Donc la région comprend 6 départements de métropole que sont Orléans et Tours. Nous avons 2,5 millions d'habitants, un budget d'un peu plus d'1,4 milliard d'euros. Et nous sommes une collectivité à 3300 agents, dont 800 au siège. Donc mon propos portera sur le siège, même si nous engageons aussi une démarche d'innovation dans les lycées. Mais on n'est pas sur le même pas de temps. Donc peut-être le premier slide, s'il vous plaît. Donc, pour vous parler effectivement de l'innovation au quotidien, j'ai choisi de vous évoquer en fait les déclencheurs. Qu'est-ce qui a fait que depuis 2016, en fait, hein, donc ça fait maintenant 4 ans, on a enclenché une démarche d'innovation et plus particulièrement d'innovation managériale. D'une part, ce sont des contraintes communes aux autres collectivités. Hein. Ce sont les contraintes financières, les contraintes sociétales, mais c'est aussi nos partenaires, en fait, hein, avec lesquels on travaille, que ce soit les institutions ou les bénéficiaires de l'action régionale. C'est la transformation numérique, c'est l'évolution du contexte aussi climatique et environnemental. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces contraintes, puisque en fait on a posé la question aux agents et aux managers de pourquoi en fait pourquoi on devait aller vers une transformation, une évolution, et c'est eux qui ont reposé aussi ces éléments de contexte. Et puis aussi, depuis plusieurs années maintenant, on a eu des agents qui exprimaient régulièrement une certaine fatigue et qui réclamaient en fait beaucoup plus de transversalité, de collaboration et des pratiques de travail différentes au sein de la collectivité, moins en silo, moins descendantes. Donc c'est vraiment quelque chose du coup qui a pris une grande résonance, c'est-à-dire que c'est vraiment venu des agents eux-mêmes et pas de la direction générale ou du président au départ. Petit à petit, le président a lui aussi souhaité échanger avec les agents, mais de manière différente. Après avoir tenté quelques façons de faire, finalement, le président il s'est rendu compte que c'était pas forcément comme ça qu'il avait envie de dialoguer avec nous, les agents. Donc, on a mis en place des ateliers un peu particuliers où les gens ont dit ce qu'ils avaient à dire, parfois un peu de manière franche, et le président a je dirais, trouvé ça intéressant, cette franchise. Et en 2018, toute cette démarche d'atelier avec les agents a donné lieu du coup à un plan en 13 mesures. Donc depuis 2016, on libère donc progressivement la parole aussi. Donc ça, c'est vraiment un des déclencheurs forts des agents. Et ça provoque aussi des attentes des agents, mais ça challenge aussi l'ensemble de la direction générale et des managers notamment. Donc c'est tous ces éléments-là, donc le fait de libérer la parole très progressivement qui a été le plus gros déclencheur en fait. Voilà. C'est pas quelque chose qui est venu du haut, c'est vraiment quelque chose qui est venu du bas, vraiment. Et j'allais dire peut-être que du coup, à un moment donné, la direction générale n'a pas pu faire autrement que d'y aller, quoi. Voilà. Donc slide suivant. Alors là, j'ai mis nos ingrédients pour innover au quotidien. Alors comment on est parti? On est parti déjà par l'envie, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit à tout le monde, allez maintenant c'est le grand moment, on va innover et tout le monde s'y met. On est parti avec ceux qui avaient envie, avec les managers qui étaient motivés, avec les agents qui étaient motivés. Et on a commencé par des choses que vous connaissez, qui ont sans doute été déjà évoquées dans la journée. Donc avec le co-développement, le design thinking sur certains projets, les constellations d'organisation, donc différents outils qu'on a introduits petit à petit. Hein, je rejoins la personne qui a parlé juste avant moi, c'est-à-dire qu'on a introduit des choses très très progressivement
Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des managers en co-développement, et on l'a élargi à d'autres métiers comme les assistantes, par exemple. Aujourd'hui, on a des assistantes qui font du co-développement. Mais c'est parce que petit à petit, c'est devenu une pratique dont on n'avait pas peur, que ça a pu aussi se développer. L'autre ingrédient, c'est la prise de risque et l'humilité. C'est-à-dire que effectivement, on peut avoir peur de libérer la parole des agents, parce que parfois c'est souvent ceux qui parlent le plus fort qui sont entendus. Ça nécessite effectivement de poser le cadre. Et quand on libère la parole, la parole des collectifs de travail, il faut pas le craindre, au contraire. Donc on a libéré à la fois la parole des managers et la parole des managers, les deux, avec différents types de démarches que je cite. Donc notamment l'appréciative inquiry, ou la démarche appréciative, qui a mobilisé à peu près la moitié des agents du siège sur différents sujets, où on est allé chercher en fait la parole des agents. Donc l'appréciative inquiry, c'est une technique aussi qui appelle des techniques de créativité. Des coachings d'équipe, on a mis aussi en place un baromètre interne. Et donc ces fameuses rencontres du président avec les 700 agents du siège en 2018 qui ont abouti à un plan d'action de 13 mesures. Donc ça, c'était un apprentissage petit à petit des agents, j'ai le droit en fait de m'exprimer, parce que l'innovation, ça passe par l'expression de tous, pas que de la strate de direction générale, pas que des managers, mais bien de tous les agents et de quelque métier que ce soit. Et au début, effectivement, on a eu des peurs, des pleurs, parce que demander à des agents de s'exprimer alors que ça n'avait jamais été le cas, ça peut être difficile de donner son avis. Et puis on se sent pas toujours légitime aussi à donner son avis. Donc c'était une prise de risque pour la direction générale qui a fait preuve aussi d'une grande humilité. Parce que se confronter aussi à la parole des agents, c'est pas toujours agréable, mais à la fois, même si ça peut être douloureux, on en sort, je pense, des choses vraiment très fortes, très comment dire, très partagées aussi, parce que quand vous avez un président qui échange avec ses agents sur les politiques de demain et qui lui change aussi sa vision ou son regard sur la façon d'appréhender les choses, par exemple dans le lien avec l'usager ou des choses comme ça, effectivement, on en sort aussi une évolution dans des pratiques. La troisième brique, en tout cas le troisième ingrédient, c'est la confiance et l'autorisation. Je pense que vous en avez aussi beaucoup parlé aujourd'hui. Alors autorisation, mais de tous, c'est-à-dire que c'est pas l'autorisation. Alors certes, là j'ai mis soutien du DGS et de la DGS qui a changé depuis, de la direction générale RH qui porte fort aussi ces sujets-là, et puis le président. Mais c'est aussi l'autorisation des agents, c'est-à-dire s'autoriser quand on est agent à contribuer, à être contributeur d'un collectif. Donc c'est une autorisation qui vient de tous les niveaux du collectif et pas seulement que de la hiérarchie. Et parfois c'est peut-être encore plus dur d'obtenir une autorisation pour un agent de faire des propositions et d'innover que finalement d'être autorisé par la hiérarchie. Voilà, c'est parce que ça renvoie à beaucoup de représentations de ce que c'est que mon métier, quand je suis agent de catégorie G, quand je suis assistante, en quoi je suis légitime pour faire des propositions. Voilà, par exemple. Donc de la confiance, ça aussi j'en ai entendu parler dans la journée. Et puis enfin, le dernier bloc, c'est les compétences internes. C'est-à-dire que la collectivité, et j'en témoigne puisque c'est aussi ma fonction, je suis coach interne et conseillère en organisation, et elle a fait ce choix en fait de disposer de ressources internes, donc à la fois coach, conseiller en orga, psychologue du travail, médiatrice. J'évoquerai tout à l'heure les autres choix de compétences internes qu'elle a fait. Et ces choix, ils sont
pas exclusivement dans je fais le choix de la compétence interne, mais c'est bien une complémentarité entre des compétences internes et des compétences externes pour faire évoluer l'organisation et ses modes de faire. Donc on est vraiment sur les deux aspects. Sur les compétences internes, ce qui est peut-être aussi intéressant de noter, c'est que elles permettent finalement cette quotidienneté. On gagne du temps, c'est-à-dire qu'on peut être sur des interventions flash quand on est en interne. On est parfois plus disponible, on n'a pas la contrainte du marché public pour faire, par exemple, une démarche de design de service. Donc on gagne du temps, on a plus de souplesse, on peut intervenir plus ponctuellement pour animer des collectifs en créativité, pour aller accompagner un manager ponctuellement, lui faire du transfert de compétences ponctuel pour une situation donnée qui va reproduire en fait. Ça permet aussi de développer des synergies entre différentes approches en interne. Alors à la fois sur la conception de politique publique, sur l'évaluation de politique publique, en RH sur la prévention des risques psychosociaux, sur le recrutement, sur la mobilité aussi en interne des agents. Donc voilà, ça permet en fait en interne de développer des synergies sur des sujets sur lesquels au départ on n'aurait peut-être pas pensé qu'il y en avait. Donc là aussi on innove en fait, hein, en rapprochant des sujets qui n'avaient pas forcément à voir entre eux. Dernier slide, c'est où on en est. Donc je vous disais, on a commencé depuis 2016. Nous avons eu l'arrivée d'une nouvelle DGS donc l'année dernière, qui a redécouvert un peu là où on en était, et le souhait pour le coup d'aller vers une structuration. C'est-à-dire on a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, un peu partout dans la collectivité. Et là, c'était de se dire, il faut qu'on bascule en fait vers une nouvelle culture. Il faut maintenant structurer les choses pour que ça diffuse et ça s'incrémente dans la culture de l'organisation. Pour cela, en fait, on a aussi fait appel à, là pour le coup, un prestataire externe, qui est le prestataire que vous connaissez peut-être, qui est Capnova, avec un designer de service qui est Oyena. Et on s'est lancé dans ce qu'on appelle un coaching d'organisation, donc vraiment dans une vision systémique de l'organisation pour faire transpirer, diffuser toutes les pratiques dans le système. Donc on est en cours. Donc ce coaching, il a commencé par un coaching du CODIR de la direction générale. Donc là aussi, ça bouscule. Hein. Notre prestataire dit, de toute façon, si on doit changer la culture, il faut commencer par gratouiller tout en haut. Donc voilà, on a commencé par ça. Et là, on est dans un diagnostic et une vision partagée du management de demain. Donc à la fois qu'on partage avec les managers et avec les managers. C'est-à-dire qu'on construit ce qu'on veut pour l'organisation de demain, c'est-à-dire ce à quoi on veut arriver. Pour ce faire, parce qu'on ne voulait pas passer à côté de tout ce qui s'est passé pendant le confinement, donc on a fait tout un retour d'expérience qui a mobilisé toutes les équipes, hein, vraiment du siège de manière intégrale. Donc pour en tirer des enseignements et apporter les éléments diagnostiques. On va démarrer une formation coaching de 20 managers explorateurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va accompagner sur 10 mois 20 managers pour une transposition dans leur pratique de choses complètement différentes. Par contre, pour la formation coaching, on a décidé de croiser plusieurs regards pour construire cette offre. La première, c'est la vision des élus et de l'exécutif, en fait. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un manager pour demain? Donc ça, la question est posée. La vision de l'ensemble des managers eux-mêmes. La vision des 20 managers explorateurs, de leurs besoins propres de développement professionnel. Et puis, issu de toutes les démarches qu'on a depuis 2016, on en a sorti aussi des compétences, des blocs de compétences qui sont apparus et qui ont émergé pendant ces 4 années. Donc, grâce à ça, en fait, on va construire un parcours d'accompagnement qui mêlera de l'interne, de l'externe, de l'INET, du CNFPT, des partenariats avec des acteurs divers et variés, voilà, pour essayer de construire quelque chose
qui soit transformant pour ces 20 managers, avec un accompagnement spécifique pour transposer avec le manager ces pratiques dans les équipes. Donc on irrigue aussi les équipes en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la formation coaching, il y a aussi l'accompagnement dans la transposition des équipes. Toutes les orientations, là, elles sont données par ce qu'on appelle un fractal de l'organisation. C'est comme un mini conseil régional, une trentaine de personnes dans lequel on a tous les métiers, toutes les strates de l'organisation. Il faut conclure, je vais vite. On mobilise des collectifs contributeurs. On met en place aussi en parallèle un laboratoire du management qui sera un outil dans la durée pour continuer à faire évoluer nos pratiques et à expérimenter et à constituer une communauté apprenante. Et puis en parallèle, et ça c'est en cours, on a 10 projets structurants en design de service, et là qui concernent plus nos politiques publiques. Voilà, j'ai un petit peu accéléré à la fin, mais on a 10 facilitatrices formées aussi et qui diffusent les pratiques dans les services. Donc voilà, en fait, le coaching d'organisation, c'est prendre l'organisation à tous les niveaux, par tous les bouts, pour diffuser de nouvelles pratiques et en faire une communauté apprenante. Voilà.